Et si, sans besoin d'une coupure franche, une simple adaptation technique suffisait à faire chanceler tout un continent? C'est pourtant ce qui s'est produit. Moscou a annoncé la redirection de certains flux gaziers, invoquant des contraintes techniques prétendument prévues et anodines. Mais derrière cette façade, une onde de choc s'est propagée sur les marchés européens en ce matin glacial. En l'espace de quelques heures, l'accès au gaz russe s'est resserré de façon brutale. Les places européennes, sous tension extrême, ont ouvert sur des hausses vertigineuses. Les écarts entre les prix à court et long terme, les fameux spreads calendaires, se sont creusés d'un coup, exposant la fébrilité des acteurs. Sur les écrans, la volatilité explose. Les primes de risque montent en flèche, chacun cherchant à se protéger coûte que coûte. Derrière la panique, l'incertitude s'installe. Personne ne sait jusqu'où ira l'escalade. Face à cette tempête, Bruxelles a dû appeler d'urgence les régulateurs et gestionnaires de réseau. Réunion tardive, scénario de redistribution, contrôle des capacités, l'Europe tente de réagir, mais elle court déjà après la crise. Ce n'est pas un arrêt total, non, juste un tour de vis, suffisant pour mettre tout le système hors d'équilibre. Ce signal d'alarme révèle un point faible, la dépendance européenne à la fluidité des flux et l'incapacité à absorber la moindre secousse. Au-delà de quelques courbes, il y a des risques de faillite pour certains énergéticiens, l'envolée des factures pour les familles et la remise en cause de la sécurité d'approvisionnement. En plein hiver, chaque minute compte, et chaque incertitude coûte cher. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il suffit d'observer ce qui s'est passé lors de précédents épisodes. Souvenons-nous de l'hiver 2006, lorsque la Russie avait coupé le robinet en direction de l'Ukraine. À l'époque, plusieurs pays d'Europe centrale se sont retrouvés en quelques jours à court de gaz, contraints de fermer des écoles, de rationner l'électricité et de lancer des appels à l'aide en urgence à leurs voisins. L'histoire semble se répéter, mais cette fois avec des outils de marché sophistiqués. La panique ne se propage plus seulement par les pipelines, mais aussi par les écrans de trading, les algorithmes et les alertes en temps réel. Comment un simple ajustement a-t-il pu semer une telle panique? Quels leviers financiers et quels points de rupture ont été mis à nu? Et surtout, quelles conséquences pour nos foyers, nos entreprises et notre quotidien? Pour comprendre la mécanique de cette crise, il faut plonger dans les rouages des marchés gaziers européens et suivre la trajectoire de chaque molécule. Car derrière chaque variation, c'est tout un écosystème qui vacille. Pourquoi, en Europe, chaque alerte logistique ou météorologique devient-elle une véritable bombe à retardement pour les marchés de l'énergie? La réponse tient à la structure même du marché européen, un réseau de flux interconnectés, tendu à l'extrême, où la moindre marge de manœuvre a disparu, surtout au cœur de l'hiver. La moindre annonce de maintenance, de problèmes portuaires ou de changement de vent s'inscrit aussitôt dans les prix, sans aucun filtre. Ce n'est pas seulement le gaz qui est concerné, l'électricité, le pétrole et même la monnaie se retrouvent happés dans cette spirale de tension. Prenons l'exemple récent de la tempête Eunice qui a frappé l'Europe du Nord début 2022. En quelques heures, la production éolienne s'est effondrée dans certaines régions, forçant les opérateurs à se rabattre sur le gaz pour compenser la chute. Résultat, un double choc, à la fois sur la demande et sur les prix, avec une volatilité record sur les marchés spot et une envolée des coûts pour tous les consommateurs, particuliers comme industriels. Face à cela, opérateurs et traders ne peuvent plus planifier au-delà de quelques jours, parfois seulement quelques heures. Les marges de sécurité s'amenuisent, la nervosité gagne chaque acteur du secteur. Dans ce climat d'incertitude, la moindre perturbation, même infime, ne fait qu'amplifier la volatilité au lieu de l'absorber. Mais cette volatilité ne se limite pas à des variations de prix spectaculaires. Elle bouleverse la gestion quotidienne, complique la maîtrise du risque et rend quasi impossible la planification industrielle. Les entreprises se voient dans la contrainte d'ajuster sans cesse leur stratégie d'achat et de production, ajoutant ainsi des coûts à chaque étape. Les budgets dérapent, la visibilité s'évanouit et chaque nouveau pic d'incertitude érode un peu plus la confiance dans le marché. Pour les acteurs essentiels, hôpitaux, industries, services publics, l'enjeu devient critique. Une envolée des prix ou une rupture logistique peut entraîner des coûts prohibitifs, voire des interruptions réelles d'approvisionnement. Plus personne n'ose s'engager sur le long terme, tous attendent la prochaine annonce, la prochaine tempête ou le prochain signal venu de Moscou, comme on attend un verdict. Regardons ce qui s'est passé lors du grand froid de 2012. Plusieurs hôpitaux italiens ont vu leur budget chauffage tripler en une semaine. Certaines usines automobiles d'Europe centrale ont dû fermer leurs lignes de montage, faute d'énergie suffisante.
De tels exemples soulignent à quel point la moindre secousse sur les marchés se traduit par des conséquences concrètes et parfois dramatiques au quotidien. La fragilité de ce système transparaît à chaque crise. Ce n'est pas l'ampleur du choc qui compte, mais la vitesse à laquelle il se propage à travers toute la structure. Marchés, entreprises, familles, tous vivent désormais au rythme de flux imprévisibles, avec des marges d'erreur qui se réduisent à vue d'œil. En réalité, le problème n'est pas la panique du jour. Il réside dans la mécanique profonde du système européen, dans sa dépendance chronique aux flux extérieurs et sa capacité limitée à encaisser l'incertitude. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut revenir à la crise déclenchée par la réduction des exportations russes qui a révélé les failles du système. Mais alors, où résident les véritables failles du système énergétique européen ? Pourquoi ne suffit-il pas d'un simple geste pour rétablir l'équilibre quand la crise frappe ? Le réseau européen s'apparente à une gigantesque toile d'araignée, mais dont certains fils sont fragiles, mal reliés, voire sous tension permanente. Les interconnexions entre États restent limitées. Un incident sur un point stratégique, au nord ou au centre, suffit à bloquer des flux en cascade. Une seule faiblesse peut déclencher un effet domino, et la solidarité européenne bute rapidement sur des réalités physiques implacables. En 2019, un incident sur le réseau gazier entre la Belgique et la France a montré que la moindre coupure dans un nœud critique pouvait entraîner des baisses de pression jusqu'en Espagne, forçant les opérateurs à jongler entre importation de dernière minute et gestion de crise. Ce genre d'événement met en lumière la vulnérabilité des infrastructures et l'interdépendance croissante du continent. Du côté du gaz naturel liquéfié, le problème ne se limite pas à avoir du gaz inscrit sur les contrats. La météo peut immobiliser les cargos, les ports sont saturés et les terminaux de regazéification ne peuvent traiter qu'une quantité réduite, même si la demande explose soudainement. Avoir du gaz à quai ne signifie pas qu'il parviendra à temps dans les réseaux, surtout quand chaque heure compte. En mars 2021, une tempête en mer du Nord a retardé l'accostage de plusieurs méthaniers à Rotterdam et Zeebrugge. Les volumes promis n'ont pu être injectés dans les réseaux qu'au compte-gouttes, obligeant certains pays à puiser dans leurs réserves stratégiques plus tôt que prévu. Cet exemple illustre la dépendance aux conditions extérieures et la difficulté de garantir un approvisionnement fluide en toutes circonstances. Les stockages souterrains, eux, obéissent à une logique déroutante. Ce n'est ni le volume global, ni le taux de remplissage qui comptent en situation de crise. Tout se joue sur la vitesse d'extraction possible et la distance jusqu'au pôle industriel ou urbain. Un réservoir plein mais isolé devient presque inutile si la crise surgit dans une autre région. En Allemagne, lors de l'hiver 2018, certains sites de stockage étaient les pleins à plus de 90%, mais les capacités de transfert vers la Bavière ne permettaient là pas de répondre à la demande locale en cas de pic. Les transports par camion-citerne ont été multipliés, mais cela n'a suffi qu'à limiter les dégâts, pas à éviter la pénurie ponctuelle. Quant aux centrales à gaz, elles ne peuvent pas basculer instantanément sur d'autres combustibles, ni modifier leur fonctionnement sans perte majeure ou risque technique. Les ajustements rapides dégradent l'efficacité, augmentent les émissions et génèrent des coûts d'arrêt ou de redémarrage. La flexibilité théorique du système se heurte à des limites mécaniques très concrètes. À tout cela s'ajoute la jungle réglementaire. Les règles de marché et la fameuse solidarité européenne, si précieuse en temps calme, deviennent des obstacles dans l'urgence. Les procédures d'activation sont lourdes, les calculs de compensation complexes, et il est interdit de privilégier certains clients, même si cela pourrait accélérer la résolution. Lors de la crise de l'électricité de 2003 en Italie, la lenteur des échanges d'informations entre opérateurs avait aggravé la situation. Certains territoires sont restés privés d'électricité pendant plus de 12 heures, simplement parce que les protocoles d'urgence prévoyaient des validations multiples et une coordination difficilement applicable dans le feu de l'action. Enfin, la couche numérique expose le réseau à des menaces invisibles mais redoutables. Le moindre bug, une attaque informatique ou une panne de communication suffit à paralyser temporairement une partie du dispositif, retarder les arbitrages ou forcer à tout gérer manuellement, avec des coûts qui se chiffrent parfois en millions d'euros en quelques heures à peine. En 2020, une cyberattaque a visé un opérateur gazier allemand, provoquant l'arrêt de plusieurs stations de compression et la suspension temporaire des échanges transfrontaliers. L'incident a coûté plusieurs millions d'euros et mis en lumière la nécessité de renforcer la cybersécurité de l'ensemble de la chaîne énergétique. Dans cette chaîne de vulnérabilité, chaque faille peut coûter très cher,
soit en millions d'euros de pertes immédiates, soit en coupures ciblées qui touchent non directement l'industrie ou les foyers. Les choix deviennent alors douloureux. Protéger les citoyens, maintenir les usines ou sacrifier des marges financières cruciales. Et tout cela n'est qu'un aperçu des fragilités internes. Mais il existe aussi d'autres menaces, plus insidieuses, qui rendent la gestion de la crise encore plus périlleuse. 3 portes s'ouvrent devant l'Europe. Laquelle franchira-t-elle dans les prochains jours? L'incertitude règne alors que chaque heure fait grimper la tension. Première issue, une accalmie rapide. Une météo douce et des flux de gaz ou d'électricité suffisants feraient retomber la pression. Les prix pourraient en reculer, permettant au marché de respirer de nouveau. Mais le scénario le plus crédible à court terme reste celui de la vigilance tendue. Les flux restent comptés, la météo ne pardonne rien, et les nerfs sont à vif. Chaque communiqué venu de Bruxelles, chaque bulletin d'un opérateur devient un signal scruté par tous. On attend, prêt à réagir au moindre frémissement. La troisième porte, la plus redoutée, l'escalade. Une succession de pannes, de coupures imprévues ou d'aléas climatiques viendrait briser l'équilibre. Les mesures d'urgence s'imposeraient, délestage ciblé, redistribution de flux, soutien aux infrastructures vitales. Les prix s'envolent, la nervosité devient contagieuse, la pression sur les décideurs monte d'un cran. Pour chaque trajectoire, des indicateurs guident la veille, la météo d'abord, puis les rapports de flux physiques, les messages de Bruxelles et la réaction instantanée des marchés. Un simple retard, une mauvaise nouvelle minime suffit à relancer la panique sur les cours et attendre l'ensemble du système. Déjà, États et opérateurs préparent dans ceux des mesures d'économie ciblées, des plans de secours entre pays, un soutien d'urgence aux nœuds sensibles du réseau européen. Mais nul n'est à l'abri. Ignorer un signal faible, c'est risquer des tarifs prohibitifs, la mise en place de rationnements, voire des arrêts industriels soudains. Chaque décision, chaque annonce publique ou technique peut faire basculer le marché. Dans les jours à venir, tout va se jouer sur quelques bulletins météo, des communiqués, des annonces de flux et des ajustements en temps réel. L'Europe retient son souffle, les regards rivés sur Bruxelles et sur chaque écran de marché. Car l'enjeu dépasse l'économie. Il touche au confort, à la compétitivité et à la stabilité de millions de citoyens et d'entreprises. La moindre information peut donc tout faire basculer. Mais l'Europe dispose-t-elle vraiment de marge de manœuvre face à cette crise inédite? Anticiper plutôt que subir face à la nouvelle donne énergétique. Comment réagir sans se laisser surprendre? Désormais, limiter l'impact immédiat et bâtir la résilience devient une question de survie et d'avantage concurrentiel. Pour les entreprises, diversifier les sources d'approvisionnement est une priorité vitale. Dépendre d'un seul fournisseur équivaut à jouer avec le feu. Il faut aussi accroître l'agilité, adapter la logistique, prévoir plusieurs scénarios de délestage, investir dans des outils capables d'absorber des variations soudaines de flux. Surveiller en continu les signaux, évolution des prix, météo, annonces officielles, devient une seconde nature. Les exemples abondent d'entreprises ayant renforcé leur résilience. Certaines papeteries finlandaises, face à la volatilité, ont mis en place des contrats de flexibles avec plusieurs fournisseurs d'électricité, leur permettant de réduire la production lors des pics de prix et de la maximiser en période creuse. Ce type d'approche, généralisée, permettrait de limiter l'impact d'une crise sur l'ensemble du tissu industriel. Pour les gestionnaires de réseau, la résilience opérationnelle doit être testée sans relâche. Organiser des exercices de crise, revoir les procédures d'alerte, accélérer la digitalisation. La coordination régionale, échange d'informations en temps réel entre pays voisins, permet de fluidifier les flux et d'éviter les blocages si une faille surgit. L'Espagne a expérimenté en 2023 des plateformes de partage d'informations entre gestionnaires de réseaux gaziers et électriques. Cette interconnexion numérique a permis d'anticiper et de réagir rapidement lors d'une vague de froid, en orientant les flux là où la demande était la plus forte, limitant ainsi les coupures et maîtrisant les prix. Côté consommateur, chaque geste individuel compte. Comprendre sa consommation, choisir un contrat pertinent, suivre les signaux du marché. Lorsque l'alerte retentit, par exemple lors d'un signal rouge sur la demande, il s'agit de réduire certains usages, d'abaisser chauffage ou éclairage et de rester attentif à l'état du réseau. Ajuster sa demande, c'est protéger son budget tout en contribuant à la stabilité collective. En Allemagne, lors des pics de prix du gaz de 2022, de nombreux ménages ont accepté de baisser la température de leur chauffage de 2 degrés, économisant ainsi plusieurs milliards de kilowattheures à l'échelle nationale.
Cette mobilisation citoyenne a permis d'éviter les rationnements et d'alléger la pression sur les réseaux. Les décideurs publics disposent de leviers majeurs. Investir massivement dans les infrastructures, renforcer les interconnexions, développer des stockages stratégiques, moderniser les terminaux d'importation. La transparence sur les risques et les choix opérés est cruciale pour rassurer marchés et citoyens. Enfin, anticiper l'imprévu avec des plans d'urgence solides, prêts à être activés sans délai, peut tout changer lors d'une crise. En France, la loi sur la programmation énergétique votée en 2020 a posé les bases de nouveaux investissements dans la modernisation des terminaux GNL et l'augmentation de la capacité de stockage. Résultat, lors de la crise de 2022, la France a pu mieux absorber les chocs que certains de ses voisins. Dernier levier d'importance, la discipline du marché et la clarté des règles du jeu. Quand chaque acteur connaît le cadre à l'avance, la fameuse prime de peur sur les prix s'atténue. Les réactions irrationnelles diminuent, la volatilité reste contenue et la confiance dans le système s'ancre durablement. La création, en 2023, d'un cadre européen de gestion de crise énergétique, avec des seuils d'alerte clairs et des protocoles harmonisés, a permis de limiter les emballements lors du dernier hiver. Ce type d'initiative montre que la coordination et la transparence sont des remparts efficaces contre la panique. Dans ce paysage incertain, seuls ceux qui s'adaptent vite amortissent le choc. Les autres subissent la flambée des factures et la perte de compétitivité. L'enjeu n'est plus seulement de traverser la tempête, mais de transformer chaque crise en tremplin pour progresser. Mais une question demeure, cette adaptation suffira-t-elle à combler la vulnérabilité structurelle du système européen ? La réponse dépend d'un facteur clé, souvent négligé dans le tumulte des marchés. Chaque choix, dans les coulisses des marchés, dessine la facture de demain. Saurez-vous la décoder avant qu'elle ne frappe à la porte ? Ce qui s'est joué ici dépasse le duel entre vendeurs et acheteurs d'énergie. Toute l'Europe vient d'être soumise à un test brutal. Pouvons-nous ensemble anticiper l'incertain ? La volatilité, la rareté soudaine, les ajustements de dernière minute, autant de signaux faibles qui exposent chaque jour nos points faibles. Fermer les yeux sur ces indices, c'est laisser d'autres fixer le prix de notre confort et de notre sécurité. À chaque hausse imprévue, à chaque restriction, la facture de l'inaction s'alourdit. Souvent, professionnels comme citoyens paient déjà, sans le voir, cette prime à l'incertitude inscrite dans leurs factures, leurs marges et parfois la stabilité de leur emploi. Pourtant, cette crise révèle une vérité. La résilience, à l'échelle d'un continent, commence par la vigilance de chacun. Comprendre que la stabilité n'est jamais acquise, rester attentif aux détails, c'est se donner une chance d'agir plutôt que de subir. Les marchés, les décisions politiques, les infrastructures, ils façonnent nos budgets, nos habitudes et même notre sécurité, surtout en hiver. Refuser la fatalité, c'est apprendre à lire les signaux faibles, à questionner les récits, à rechercher l'information fiable. À chaque tempête, il y a une opportunité. Comprendre le système, renforcer ses choix, tisser des solidarités pour amortir les chocs. La prochaine vague sera-t-elle plus rude ou mieux absorbée ? Cela dépendra de notre capacité à rester vigilant, informé et réactif. La résilience collective n'est pas un slogan. Elle se construit jour après jour par des millions de décisions individuelles, discrètes ou exposées. Alors, quand le prochain choc secouera les marchés, posez-vous la question : que puis-je faire dès aujourd'hui pour ne pas subir demain ? Car lire la facture avant qu'elle n'arrive, c'est déjà préparer la suite.